Salut à tous, merci pour votre présence. Donc, je suis Elisa Rebulliot de Côte d'Or Attractivité. Je suis chargée de développement tourisme durable. Et donc, aujourd'hui, on a souhaité vous réunir pour parler des différents espaces naturels protégés qu'on peut retrouver en Côte d'Or. Et notamment des animations qui sont organisées sur les prochaines semaines, les prochains mois, dans tous ces lieux. Donc je vais vous partager mon écran pour vous dire, pour vous donner quelques petites informations avant de laisser la parole à nos 3 intervenantes du jour. Donc je remercie pour leurs interventions par avance et donc qui représentent 3 démarches, de lieux qu'on peut retrouver donc en Côte d'Or, donc le parc naturel du Morvan, le parc national de Forêt et les espaces naturels sensibles. Vous devez déjà un petit peu connaître, ces différents lieux, mais vous pourrez donc en savoir plus, avec toutes ces présentations. Alors hop, on a une nouvelle arrivante. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Si vous pouvez me faire un petit signe, Pas de problème. très bien. Mais oui, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, dans l'espace conversation au fur et à mesure des présentations. On verra si on répond au fur et à mesure ou à la fin en fonction du type de question. Hem, donc voilà et puis, moi je vais vous dire donc, vous faire un petit panorama, sur les espaces, qu'on peut retrouver en Côte d'Or avant de laisser, la parole, aux intervenantes. Donc bien sûr, on a de nombreuses aménités, naturelles, en Côte d'Or, que ce soit, forêt, vignes, cours d'eau, la faune, la flore, très riche, hem et donc différents, espaces, avec chacun leur particularité. Hem Là, donc, ce sera pas le sujet du jour, mais voilà, bien sûr, on peut citer aussi, puisque aussi c'est l'objectif de parler des événements, de l'année, les climats du vignoble de Bourgogne qui sont inscrits, à l'UNESCO, hem et dont c'est les 10 ans, cette année d'inscription. Je vous ai mis un lien sur la présentation qu'on vous transmettra, hem, où vous pouvez retrouver toutes les informations sur les événements, qui sont organisés cette année, à ce sujet. Hem On a également, 2 réserves, naturelles, classées, sur la Côte d'Or. Donc la réserve naturelle régionale du Val-Suzon, donc qui est, plutôt à l'ouest, de Dijon. Hem, pardon, donc qui a été classée en 2011, qui est gérée par l'Office national, des forêts. Et la réserve naturelle nationale, de la Comble à Vosges-en-Roland, classée en 2004 et gérée, par la communauté de communes Gevrey-Nuit, donc au sud, de Dijon et l'Office national de forêt. Hem, donc voilà, on peut retrouver, différentes activités, notamment des balades, qu'on peut retrouver aussi sur notre application Balades en Bourgogne. Je vous redonnerai les infos, juste après, à faire sur ces, territoires, là. Hem, Bien sûr, c'est des territoires comme, là, c'est le sujet du jour, qui sont protégés. Donc aussi quand on communique sur tous ces espaces, faut, bien, rappeler, les bonnes règles de conduite, le respect de la nature, qui est, à privilégier, pour, tous les usagers. Donc voilà, ça c'est quand même un point important à rappeler, mais je pense que nos intervenantes en parleront aussi pour les espaces qui les concernent. Et on a aussi plusieurs sites, Natura 2000, comme par exemple la forêt de Cîteaux, au sud de Dijon. Donc Natura 2000, c'est un réseau européen, qui est suivi, par la région, chez nous. Donc voilà, on a également, 17 sites, labellisés espaces naturels sensibles, qui sont, suivis par le conseil départemental et dont,
Marion vous présentera tout à l'heure les démarches. Le parc naturel régional du Morvan à l'ouest de la Côte d'Or, qui est situé sur les quatre départements de l'ancienne Bourgogne, et le parc national de Forêt au nord-est du département, qui est aussi sur la Haute-Marne. Et on a également là c'est pas un espace en tant que tel, mais je tenais quand même à le citer, le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, qui suit aussi différents lieux sur le territoire et anime aussi différents événements dans tous ces espaces. Donc voilà, il y a différents événements et animations sur l'ensemble de ces lieux. Donc c'était dans cet objectif qu'on souhaitait faire ce petit webinaire. Et il y a aussi la fête de la nature la semaine prochaine. Donc voilà, c'était aussi pour cette raison-là, pour vous partager ces événements-là. Donc c'est une fête qui est organisée au niveau national par les agences régionales de la biodiversité. Et on peut retrouver notamment des événements sur les lieux que je vous ai cités précédemment, donc la réserve de la Comble-Lavaux le samedi 24 mai, un événement aussi qui aura lieu à Messigny-et-Ventoux dans le Val-Suzon le 24 mai également, et puis au Jardin de l'Arquebuse là, à Dijon, il y a plusieurs événements sur toute une semaine. Voilà, donc vous pourrez retrouver les informations avec les liens que je vous ai indiqués. Donc aussi, voilà, je voulais vous reparler donc, de notre application Balade en Bourgogne, sur laquelle vous retrouvez de nombreuses balades à faire dans tous ces espaces. Donc elle est gratuite et disponible sur l'App Store ou Play Store selon votre mobile. Et on a mis à disposition un kit de communication sur notre site pour les professionnels, Côte d'Or Attractivité. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour la relayer. Et je voulais aussi vous partager, vous rappeler qu'on a mis à disposition aussi sur notre site Côte d'Or Attractivité un guide de ressources sur le tourisme durable. Vous pouvez trouver plein d'informations diverses et variées, quelques-unes aussi donc sur la nature, la biodiversité, et à savoir qu'il existe aussi, par rapport au sujet sur lequel on se retrouve, une formation sur le climat et la biodiversité qui est gratuite, proposée par le CNED. Donc vous pouvez retrouver le lien si ça vous intéresse. C'était voilà, pour vous donner un exemple de ce qu'on peut retrouver dans ce guide. N'hésitez pas à le consulter. Et puis je reviendrai dessus avant qu'on termine le webinaire tout à l'heure, mais je vous ai voilà, redonné les informations sur le prochain info flash qu'on organise. Je vais donc arrêter le partage et puis laisser la main à Marielle pour le parc naturel du Morvan, si tu veux bien essayer. Super, on voit déjà. Je te laisse la main. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace conversation pendant les présentations. Marielle, t'as pas ton micro. Oui, ça sera mieux. C'est bon. Oui, pardon. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Marielle Bonnet. Donc, je suis responsable du petit pôle tourisme au Parc naturel régional du Morvan. Et donc là, l'idée, c'est vraiment assez rapidement de vous parler des parcs naturels régionaux et du parc naturel régional du Morvan, surtout pour le situer. Après, je pense que voilà, tout le monde au moins en a entendu parler, enfin j'espère. Rappeler très rapidement ce que c'est pour nous le tourisme au Morvan et la partie voilà, qui peut vous intéresser beaucoup plus sur les animations et la promotion menée par le parc.
Donc, au niveau national, on est 59 parcs naturels régionaux. Voilà, donc on couvre une grosse partie du territoire et on est vraiment en France et en Outre-mer. Très rapidement, ce que c'est un parc naturel régional, c'est ni plus ni moins qu'un territoire avec un patrimoine naturel culturel un peu spécifique. Donc nous, ici, pour le Morvan, on a des prairies humides, on a des tourbières, on a des prairies paratourbeuses. Donc ça, c'est une de nos particularités. Et donc, au sein de nos animations, c'est aussi ce qu'on essaye de mettre en avant. Et en fait, il faut savoir qu'un parc, il a un projet de territoire qui est mené pour une durée de 15 ans. Donc, nous, elle a démarré en 2020. Et donc, jusqu'en 2035, on a identifié des sujets sur lesquels on souhaite pouvoir intervenir. Et donc, au sein de ces 5 missions, donc protection et gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, l'aménagement du territoire, le développement économique et social, l'éducation, l'accueil, l'information, donc c'est ça qui nous intéresse plus spécifiquement là, l'expérimentation et l'innovation. Donc à chaque fois, vous verrez dans la petite partie, là c'est peut-être pas très clair, mais je vous ai mis un lien sur voilà, des petites vidéos ou un lien qui vous amène directement sur une page concernant l'animation en question. Et donc, voilà, ce qui nous différencie, nous, des parcs nationaux, mais je ne sais pas si Mégane en parlera rapidement, c'est que nous, on n'a pas, donc on dépend, on est un syndicat mixte, donc on est une structure à part, et on dépend de la compétence de la région. Donc, contrairement aux parcs nationaux qui dépendent de l'État, donc nous, c'est une compétence de la région, et donc on n'a pas de pouvoir réglementaire du tout. On n'a pas de garde, on n'a pas, le bivouac, nous, est autorisé dans certains lieux, sous réserve de l'accord du propriétaire, sous réserve, qu'on y soit autorisé, par exemple, et donc on n'a pas de pouvoir de police. Donc nous, le parc naturel régional du Morvan, on est l'un des plus vieux, donc des 59 maintenant. Ça représente quand même un territoire énorme parce qu'on est 133 communes, 3 villes partenaires, donc 8 Comcom, 4 départements. Bon, là ça va, une région. Mais bon, vous voyez, là on est, alors je sais pas si... Hop. On est à 20 habitants au kilomètre carré, sauf que si on enlève ces villes partenaires, là, si on reste sans les villes partenaires, on redescend à 13 ou 14. Donc, c'est vraiment 13-14 habitants au kilomètre carré, on ne se marche pas dessus, comme on dit. Et c'est ça aussi qui fait la plus-value de notre territoire. Et donc, plus spécifiquement, toujours un peu cet entonnoir. Donc là, vous avez en couleur les 8 communautés de communes. Et pour la partie Côte d'Or, qui est en fait avec Lyon, une assez petite partie, on va dire, comparée à toute la Nièvre, c'est ces 3 communautés de communes, ou la partie de l'Autunois, de la Saône-et-Loire. Et donc, on a une partie de la communauté de communes des Terres d'Ossois, une partie de Saulieu, puisqu'il y a une commune qui n'est pas dans le parc, et puis une partie de la communauté de communes du pays Ernay-Liernay. Donc, nous, ça représente à peu près 28 communes sur les 133. Et donc, vraiment, on est comme on voit là, on est vraiment à l'ouest du territoire de Côte d'Or. Donc, je sais que pour certains et certaines, ça peut paraître très éloigné de votre territoire. Donc, au niveau touristique, c'est notre carte touristique que vous avez peut-être déjà vue pour certaines. Et donc, généralement, nous, on dit qu'on a 3 piliers dans notre offre. On a les paysages, la nature, voilà, forcément, ça découle d'un peu ce que j'ai dit avant, la culture et les sports nature. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voilà, vous aurez, je pense, la présentation. Donc, si vous voulez revenir dessus après, voilà. Mais dans la culture, on a quand même des sites majeurs comme Vézelay, comme Autun, même voilà, sur votre partie Saulieu,
Après, on a un peu sur la partie précis. Voilà. Et puis après, on a tout un tas de sports nature, dont le rafting. Et c'est vrai que venant de Paris, on est la première petite montagne, hein, on culmine à 901 mètres avec le Haut-Foulin, mais on a la chance d'avoir des rivières qui bougent et où on peut pratiquer encore, hein, parce que changement climatique oblige, nous, le débit des cours d'eau diminue et diminue, mais voilà, on peut encore pratiquer ces eaux vives. Et puis après, sur le paysage naturel, je vous parlais des espaces un peu spécifiques qui font que le parc est aussi labellisé parc naturel régional. Et donc, on a une réserve naturelle régionale qui est une réserve, mais éclatée en 12 sites, dont 7 sont ouverts au public et sur lesquels le pôle éducation à l'environnement fait des animations assez souvent. Et donc, la plus proche de chez vous, c'est celle qui est à Saint-Aignan, à côté de Saulieu. Voilà. Donc, la maison du parc à Saint-Brisson, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. Donc, nous, c'est vraiment limitrophe, hein, on est à 10 minutes, un quart d'heure de Saulieu. Donc, on est vraiment à la limite de la Côte d'Or. Et on a un lieu touristique qui est on dit qu'il y a à peu près 30 à 40 000 visiteurs par an. C'est vraiment un lieu pédagogique de découverte. Il y a beaucoup d'animations qui se font en période estivale. On a le musée des hommes et des paysages où on explique un peu les spécificités du Morvan. On a le musée de la Résistance, il y a le bistrot, il y a un verger conservatoire, un petit parcours pieds nus. Voilà, donc on a depuis 3 ans une aire d'éco bivouac. Donc voilà, c'est un lieu où on peut facilement passer la demi-journée, la journée, voire une nuit. Et donc, pour la partie plus spécifique animation, donc vous avez un carnet, donc je l'ai mis là, il sera le lien pour télécharger, où on recense, maintenant ça se fait depuis 2-3 ans de manière assez fine, toutes les activités, les animations que ce pôle éducation à l'environnement effectue, et aussi nos partenaires, puisqu'on a une personne qui s'occupe, nous on a ce qu'on appelle un herbularium, donc c'est un jardin où on a des espèces endémiques, des espèces de la flore endémique du territoire, et donc il y a une personne qui s'en occupe et qui effectue des animations dessus. Donc voilà, donc ça va aussi des visites guidées et commentées de la maison et des hommes et des paysages. Donc voilà, je parlais de Saint-Aignan, qui est proche, vraiment limitrophe Côte d'Or. Et donc là, c'est à la découverte du domaine des Grands Prés, puisqu'il y a une thématique sur cet itinéraire, cette petite balade qui est l'eau potable. Donc voilà, donc on travaille autour de la faune, de la flore, de la découverte un peu des différents milieux et de la biodiversité en général. Donc tout ça, les rendez-vous, c'est pour la saison 2025, hein, donc ça a commencé en mars-avril, et puis ça ira jusqu'en septembre-octobre. Donc voilà, donc ça c'est une petite édition, donc on en distribue un peu nous à la Maison du Tourisme ici sur le site. On a une Maison du Tourisme avec une partie boutique et une partie information. Donc on en imprime pour ce lieu, et aussi on édite donc le plan de la Maison du Parc, et on fait 2 autres éditions, donc la carte touristique avec tout ce qui est activité de pleine nature et patrimoine. Et puis, cette année, on a sorti notre nouveau magazine de destination, assez qualitatif pour ceux qui l'ont déjà vu, donc vraiment qui est destiné aux clientèles et aux touristes extérieurs, hein. Ce n'est pas vraiment destiné à être diffusé quand on est sur les séjours, c'est vraiment pour donner envie. Et donc, voilà, donc, le parc organise une bourse d'échange de documentation touristique. Et donc là, cette année, on a fait le lancement de saison avec, et on a lancé ce magazine qui est sur Calaméo, hein, donc n'hésitez pas à aller. Donc on va avoir un nouveau site internet. On est avec, pour ceux qui connaissent la Fabrique à Sites. Et donc là, la semaine prochaine, normalement, je vois Antoine sourire parce qu'Antoine a travaillé chez nous, et donc oui, donc on travaille avec la Fabrique à Sites, et du coup on va sortir ce nouveau site la semaine prochaine. Enfin, la Fabrique à Sites va le mettre en ligne, pardon.
Et puis aussi un site internet que vous avez peut-être déjà entendu parler, on parle de Géotrek. Donc nous, c'est rando.parcdumorvan.org. Donc les liens sont cliquables, hein, que ce soit tourisme.parcdumorvan.org ou rando.parcdumorvan.org. Et dessus, il y a un ensemble d'itinéraires vélo et pédestres qui est assez bien fait, assez fin, et à partir duquel soit vous pouvez télécharger des traces TPX, soit télécharger comme des roadbooks. Voilà. Donc, on est sur Instagram, Facebook, YouTube. On a le Petit Routard, le Gallimard du parc. Et puis, on a différentes animations que le parc mène en propre. Donc, on a notre fête de l'automne, qui est toujours le premier week-end d'octobre, selon les années et selon la météo surtout. Mais souvent, on a entre 3 et 5 000 personnes, hein, sur le week-end. Donc, et là, c'est l'ensemble des associations, des producteurs, des artisans du Morvan qui exposent. Voilà, donc un temps fort pour nous. Et puis après, tout un ensemble d'ateliers. Donc, pour valoriser les savoir-faire, donc ça, c'est le pôle toujours patrimoine et puis éducation à l'environnement qui les met en place. Donc là, on a eu plus de 34 dates. Donc pour apprendre ce que c'est la pléchie. Donc c'est pareil, là j'ai mis un petit lien. Il y a aussi un autre savoir-faire que nos collègues souhaitent encore plus valoriser, c'est la pierre sèche. Donc ça c'est pareil, hein. Donc là dans les places Carré des Tombes, donc on est toujours, hein, sur une partie un peu éloignée, hein, pour certains de Côte d'Or, mais voilà, qui peuvent quand même être intéressants parce que assez rares au final. Donc les places sont un peu chères maintenant que ça commence à se savoir. Et puis à Rucher-École, donc ça c'est pareil, hein, c'est en fonction des saisons et en fonction de l'activité du rucher, enfin surtout des abeilles. Mais donc différentes dates pour apprendre voilà, l'apiculture. Pareil pour le Vercher Conservatoire, on a des stages de taille, de greffe, les insectes et maladies. Donc c'est pareil, là l'inscription, là c'est donc on n'a pas vu, mais c'est maximum 5 euros, hein. Donc c'est quand même pour moi assez anecdotique au niveau, et on y passe facilement, enfin une demi-journée voire la journée, les stages. Donc tout ça, ça se passe à la maison du parc, hein, que ce soit le rucher, école ou le verger conservatoire. C'est avec les arbres de la maison du parc et puis les ruches. Et puis voilà. J'ai essayé de faire très rapide. Et donc, j'espère que c'était assez clair. Merci beaucoup, Marielle. Après, voilà, n'hésitez pas à contacter Marielle directement ou à consulter le site du parc et même le nouveau site très rapidement. Mégane, on te laisse la main pour le parc national de Forêt, Oui, alors, qui est plus récent, peut-être que certains connaissent un peu moins. vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Donc, bonjour à toutes et tous, je suis Mégane Rubat, je suis chargée de communication au Parc national de Forêt. Et donc, je vais avoir plein de choses à vous présenter. Je vais revenir rapidement sur ce qu'est le Parc national de Forêt. Je vais vous présenter notre programme d'animation des Nuits des Forêts. Je vais vous présenter aussi notre programme estival, notre campagne de communication. Je vais faire un petit mot sur un festival de films documentaires qu'on organise. Et je vais terminer par les guides touristiques que nous avons édités. Donc, ça fait beaucoup de choses. Je vais essayer d'être rapide et efficace. Alors, je commence par vous présenter le parc national. Donc, effectivement, comme le disait Elisa, nous sommes tout jeunes. Nous avons été créés en 2019. Nous avons fêté nos 5 ans l'année dernière. Et nous, en fait, on est un territoire qui est situé à cheval entre la Côte d'Or et la Haute-Marne. Donc, on vient rejoindre une famille de 11 parcs nationaux. Vous devez sûrement connaître déjà le parc national de la Vanoise ou le parc national des Écrins ou des Pyrénées. Et ben nous, on est exactement le même type d'espace protégé. Donc, on a un territoire qui s'étale à cheval donc entre la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté, à cheval sur la Haute-Marne et la Côte d'Or, comme je le disais. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il faut environ 1 heure de route en voiture pour aller
d'un bout à l'autre du parc, que ce soit dans le sens est-ouest ou nord-sud. Donc c'est un territoire qui est assez grand. Et effectivement, comme le soulignait Marielle, on est un petit peu différent d'un parc naturel régional parce qu'on a plusieurs espaces protégés, en tout cas en ce qui nous concerne au niveau du parc national. Donc, ce que vous voyez sur la carte en blanc, c'est ce qu'on appelle l'aire d'adhésion. Donc, c'est 110 communes qui ont rejoint le projet de territoire. Et c'est un territoire qui est habité en fait, hein, ce n'est pas fermé, donc ces communes-là, elles font partie du parc national, mais c'est une réglementation normale, entre guillemets, qui s'applique pour ce territoire-là. Ce que vous voyez en orange, c'est ce qu'on appelle le cœur du parc national, donc il est essentiellement forestier. En fait, on a dans ce territoire-là 95% de forêts feuillues. Je crois que je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, on a un parc thématique sur la protection des forêts feuillues de plaine. C'est le premier parc national qui a été créé sur ce thème-là. Et donc, tout ce qui est en orange, c'est des forêts anciennes, des forêts feuillues. Là, il y a une réglementation un petit peu plus stricte qui s'applique, notamment en termes de cueillette des plantes ou des champignons, ou en termes de manifestation de ce qu'on peut faire dans cet espace-là. Souvent, il faut demander une autorisation, il ne faut pas faire de bruit la nuit ou ne pas utiliser de lumière pour ne pas déranger la faune. Donc là, c'est une réglementation un petit peu plus spécifique qui s'applique. Et ce que vous voyez là, le petit point marron, c'est ce qu'on appelle la réserve intégrale. Donc là, c'est le plus haut niveau de protection qui existe dans la loi française. C'est un espace qui ne sera pas du tout exploité, qu'on n'a pas le droit de visiter, dans lequel on n'a pas le droit de se promener. En fait, il y a des chemins blancs sur lesquels on peut circuler. Mais autrement, tout le reste n'est pas du tout accessible par nous. Et en fait, on laisse la forêt en libre évolution dans cet espace-là. C'est vraiment un espace qui est dédié à la recherche scientifique pour observer l'évolution de la forêt en fait sur le très très long terme. Donc voilà pour une présentation du territoire. Nos objectifs, c'est de connaître donc par la recherche scientifique, comme je le disais, de protéger donc par la réglementation, on a une compétence police, on a des gardes moniteurs sur le parc national. On accueille aussi, donc c'est pareil que dans un parc naturel régional, on a un programme d'éducation à l'environnement où on reste un espace ouvert, donc notre objectif c'est de transmettre la connaissance dès qu'elle est acquise sur le territoire. Et notre dernier rôle c'est d'accompagner, donc il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le territoire et nous, notre rôle c'est de les accompagner dans un projet de développement durable. Je vais revenir très rapidement sur des sites de patrimoine naturel ou culturel d'exception sur le territoire. Donc, en ce qui concerne la Côte d'Or sur la thématique du patrimoine culturel, vous devez sûrement connaître le musée du Pays Châtillon à Châtillon-sur-Seine. Nous avons également la Maison de la Forêt qui est basée à Leglé, dans lequel vous pouvez trouver comme un écomusée de la forêt. Donc, il y a une exposition permanente pour découvrir le fonctionnement d'une forêt. On a également un centre d'interprétation de la truffe de Bourgogne, donc qui est aménagé en 2 salles pour rendre hommage en fait à ce champignon un petit peu emblématique du territoire. Et sur les patrimoines naturels, nous avons évidemment beaucoup de forêts de feuillus anciennes, mais on a beaucoup de patrimoine naturel lié à l'eau aussi. Donc côté Côte d'Or, vous avez le marais des Brosses à Rossay-sur-Ours ou le marais du Connois à Bure-les-Templiers. Et on a également ce qu'on appelle des tuffières. Donc, on vous en voit une un petit peu là sur la photo de Benjamin Pavlica. La plus monumentale, c'est celle de Roland-Pont, parce qu'elle est en escalier et c'est une très très belle tuffière, très impressionnante. J'ai rajouté aussi la tuffière d'Amoré parce que c'est mon coup de cœur personnel. Elle est basée du côté de Brive, donc si vous allez dans ce coin-là, allez voir la tuffière d'Amoré, elle est exceptionnelle. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation du parc national. J'enchaîne sur la présentation du programme des Nuits des Forêts. Donc les Nuits des Forêts, qu'est-ce que c'est? C'est un festival qui est organisé par l'association du même nom, les Nuits des Forêts, qui est basée à Paris, et dont le but est de valoriser et de faire découvrir les forêts sur tout le territoire français, d'un point de vue un petit peu plus sensible et artistique, avec une approche ludique. Et donc c'est des événements qui vont se passer soit au crépuscule, soit à l'aube, soit de nuit.
Et donc nous, de notre côté, ça faisait vraiment sens de nous associer à ce festival-là pour proposer une programmation axée plutôt sur quelque chose de plus sensible, parce que si on emmène des personnes en forêt, il y a vraiment un aspect très animation et très pragmatique, alors que là, on essaye de glisser vers quelque chose d'un peu plus artistique, entre guillemets. Donc, on organise comme un festival dans le festival, on fait notre propre programmation et on organise des événements aussi bien en Haute-Marne qu'en Côte-d'Or sur tout le territoire du parc national. Donc cette année, le festival se déroulera du 6 au 15 juin. On propose 18 événements qui sont tous gratuits, la plupart sur inscription. Et nous sommes en partenariat avec de nombreux acteurs ou artistes de Haute-Marne et de Côte-d'Or pour proposer des événements, comme je le disais, plutôt au crépuscule ou de nuit. Et on a une programmation très hétéroclite. On propose beaucoup de veillées comptées cette année, des projections en plein air, des déambulations théâtrales. En forêt, on propose une soirée astronomie pour observer les étoiles. On propose des concerts, on propose même une sieste musicale. Donc vraiment, on propose plein de choses. Je vous invite à aller sur notre site internet pour découvrir le programme si vous voulez en savoir plus. Voilà pour les Nuits des Forêts, je passe au programme estival. Donc le programme estival a été conçu par l'équipe éducation à l'environnement du Parc national en lien avec les agents de l'Office national des forêts en mission accueil pour le compte du Parc national. Et donc cette année, sur les mois de juillet-août, on déborde un petit peu sur septembre aussi, on propose plus de 50 animations gratuites sur tous les publics. Et là, de la même manière, on essaye d'avoir une programmation très hétéroclite avec des animations qui sont soit plus axées sur la découverte de la biodiversité, soit un petit peu plus sportives. On retrouve par exemple, les super randos. Donc là, c'est des randonnées qui sont accompagnées d'un guide qui font plusieurs dizaines de kilomètres avec une personne de l'éducation à l'environnement qui vous explique ce qu'on voit en forêt, par exemple. On a des affûts à l'aube pour les plus courageux qui voudraient se lever tôt pour observer des animaux à un observatoire à faune. Je crois que le rendez-vous est à 4h50 par exemple, mais par contre on voit des choses vraiment exceptionnelles. Et on a des sorties très axées sur la découverte de la nature et de la biodiversité qui sont très thématiques. Donc on a mis une patte par exemple pour la découverte des insectes. On a les mal-aimés de la biodiversité pour parler des serpents. On a les ailes de la nuit qui est plus axé sur la faune nocturne en forêt. Donc c'est 50 animations hyper vastes, hyper hétéroclites pour tous les publics et surtout l'été. Voilà pour le programme estival. Pardon, je passe à la campagne de communication. Hop. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu passer l'année dernière, on avait une campagne de communication dont le slogan était Déconnexion haut débit. Donc, je reviens rapidement sur ce qu'on avait fait en 2024. Donc, notre cible, c'était les visiteurs plutôt urbains. Donc, on s'adressait plutôt aux grandes villes de Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. On essayait de cibler les habitants de Dijon, de Besançon, de Troyes, Nancy, et surtout les amateurs plutôt de tourisme vert qui seraient intéressés par une expérience en nature, pas loin de chez eux. Et donc notre objectif avec cette campagne, c'était déjà de nous faire connaître auprès de ces publics-là, parce que comme je le disais, on n'a que 5 ans, on est encore tout jeune, donc notre objectif encore maintenant, c'est de construire une notoriété, c'est de nous faire aimer aussi, en renforçant une image vivante et dynamique du territoire, et de faire agir en amenant les visiteurs à venir sur le parc national de Forêt. Donc voici les visuels que nous avions déclinés, qui sont très axés sur les expériences à vivre dans le parc national. Donc on a des expériences très liées à des pratiques sportives comme le vélo ou la randonnée, et puis des expériences qui sont liées au patrimoine culturel, avec ici on voit le moulin de la Fleuristerie qui est basé à Orge, ici c'est l'abbaye d'Aubrive, et puis des nuits insolites, par exemple des nuits en roulotte, et l'observation des étoiles sur le parc national. Au-delà des visuels, on avait aussi décliné une petite vidéo que je ne vais pas vous montrer, je suis désolée par manque de temps, mais elle est sur YouTube, si vous voulez aller la voir, je vous invite
allez la voir sur ce canal-là. Donc, c'était une vidéo d'environ 1 minute qui revient justement sur les expériences à pratiquer dans le parc national et qui avait été diffusée dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, dans 20 cinémas. Donc, ça concernait 105 salles. Et donc, c'était diffusé en publicité au début des films. Et elle était diffusée sur YouTube également, donc pareil, quand vous voulez lancer une vidéo, c'est la fameuse publicité qui poque au début. Donc nous, c'était cette vidéo-là qui était présentée et qui a été vue plus de 1,7 million de fois. Et selon les statistiques, les personnes ne passaient pas... On a un bon taux en fait de visionnage de la vidéo. Les personnes ne switchaient pas tout de suite la publicité. Donc c'est assez colossal pour nous d'avoir pu impacter autant de monde avec cette vidéo-là. En termes de distribution, toujours, je reviens sur les visuels. Donc, on les avait affichés dans les villes, en fait, que je citais au début. Donc, sur les bus, dans les villes de Nancy, Reims, Troyes, Dijon et Besançon, pendant 2 semaines. Et on a même pu faire un très gros affichage sur le tramway de Besançon pendant 3 semaines, avec notre visuel phare un petit peu de randonnée en forêt. Donc ça, c'était la campagne de communication 2024. En 2025, on conserve cette campagne, mais on l'a fait un tout petit peu évoluer. Cette année, notre cible principale ne va plus être la population urbaine proche du parc national, mais on va plutôt se recentrer sur les habitants soit du territoire, soit des villes très très proches. Donc là, on va se centrer sur Langres, Chaumont et Montbard, côté Côte d'Or, avec un message que nous avons adapté localement. Ce ne sera plus des connexions au début, mais ce sera un message qui dit « Appropriez-vous ce territoire » qui est vraiment juste à votre porte. Donc pour les habitants, ensuite notre cible secondaire, ça va être les habitants étrangers limitrophes, donc plutôt basés en Allemagne, au Benelux ou en Suisse. On va même faire une petite traduction de cette campagne-là pour ces publics-là. Et enfin, les habitants des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, c'est un petit peu notre troisième cible parce que c'était notre cible prioritaire l'an passé, mais on essaye toujours de s'adresser à ces publics-là. Alors, cette année, on change des connexions et débit pour exceptionnellement proche. Donc on associe ces deux mots qu'on n'a pas totalement l'habitude d'associer. On essaye d'être un petit peu impactant. Exceptionnellement pour souligner le caractère vraiment exceptionnel des patrimoines naturels et culturels et paysagers du territoire. Et puis proche, c'est comme je le disais, pour vraiment dire, regardez, on est vraiment juste à côté de chez vous, un parc national à votre porte, c'est assez précieux et ça mérite d'être connu et visité. Donc en pratique, comment nous allons diffuser cette campagne de communication-là? Nous aurons un affichage urbain une semaine fin juin, donc dans les villes de Langres, Chaumont et Montbard. Et nous allons diffuser la vidéo également sur M6 Direct en juin-juillet, donc sur des publicités qui sont diffusées très localement à la télévision, et sur M6+, qui est la plateforme de replay de M6, en juin, juillet, août, dans les villes de Châtillon-sur-Seine, Langres, Chaumont et Montbard. Voilà pour la campagne de communication. Je vais maintenant vous parler du festival de films documentaires que nous organisons en octobre. Donc c'est le tout premier festival de films que nous organisons sur le territoire. Pour ce faire, nous nous sommes associés aux Écrans de l'aventure que vous devez connaître parce que c'est un festival de films basé à Dijon depuis un certain temps, puisque la première édition est en 1992. Et donc, sur ce festival-là, c'est plutôt des films d'aventure. Et nous allons organiser sur une seule journée, donc le dimanche 12 octobre, à la salle de l'Abreuvoir à Salive, une projection de films sur la thématique des oiseaux migrateurs, parce que nous voulons faire le lien avec la journée des oiseaux migrateurs, qui a lieu cette année le 11 octobre. Donc ça avait du sens pour nous de faire des projections sur cette thématique-là. Et donc en parallèle, nous allons organiser des sorties nature, des stands pour pouvoir sensibiliser sur les oiseaux. Voilà. Enfin, j'arrive à la fin. Je vais vous parler pareil de nos guides touristiques.
Donc, peut-être que vous le savez déjà, mais nous avons édité un guide du routard qui est sorti au printemps 2024, exclusivement sur le parc national de Forêt. Donc, vous le connaissez, hein, c'est vraiment la référence des bonnes adresses sur les territoires. Et puis, cette année, au printemps, nous avons sorti un guide du petit futé. Donc, tout pareil, qui est exclusivement sur les territoires et qui a été découpé en 5 circuits découvertes pour pouvoir découvrir tout un panel de choses sur le parc national de Forêt. Et enfin, nous sommes présents aussi dans le guide Michelin, dans les éditions Bourgogne et Champagne-Ardenne, avec un cahier thématique de 16 pages. Donc là, c'est un petit peu pareil que le guide du petit futé. On a été découpé en trois circuits pour pouvoir découvrir le parc national sous plusieurs visages, soit sous un angle plutôt patrimoine culturel ou naturel, ou sous un angle gastronomique. Voilà pour moi. J'ai terminé avec ma présentation. Merci beaucoup, Mégane. Eh bien, n'hésitez pas, si tout ça suscite des questions, à nous les poser dans la conversation ou les garder pour la fin. On va terminer avec Marion Champy, donc pour les espaces naturels sensibles. Je te laisse partager ton écran. Oui, je vais essayer d'être efficace dans le partage d'écran. Hop. Alors, bonjour à tous. Alors, Marion Champy, je suis chargée de mission espaces naturels sensibles et biodiversité au sein du département de la Côte d'Or. Et aujourd'hui, je vais vous présenter alors très succinctement la politique qu'on mène au sein du département et plus spécifiquement, mais je rentrerai pas forcément dans le détail sur les actions de valorisation qu'on peut faire via cette politique-là. Donc cette politique, elle s'adosse, elle est quand même assez ancienne, elle date de 85. C'est une politique qui est volontariste, c'est pas forcément une compétence, c'est une compétence que les départements choisissent de prendre. Donc le département de la Côte d'Or a choisi d'intégrer depuis 2013, pardon, et qui s'adosse sur deux outils, donc un outil plutôt financier et un outil plutôt sur le foncier, donc réglementaire, enfin pas réglementaire, mais un outil qui s'appelle le droit de préemption, donc qui permet de délimiter des zonages favorisant l'achat de parcelles par le détenteur de ce droit-là, pour essayer d'avoir une maîtrise foncière des sites et d'essayer d'aller un peu plus loin dans la préservation de la biodiversité. L'outil financier, donc c'est une partie de la taxe d'aménagement, donc qui est normalement prélevée sur tout ce qui est construction et permis de construire. Donc on est sur un outil qui vise essentiellement donc à préserver des espaces naturels sensibles qui sont remarquables soit de par leur faune, leur flore, ou pour aussi leur entrée habitat. On a des habitats qui sont très spécifiques en Côte d'Or et qu'il est primordial de préserver. On est sur un outil qui n'est pas réglementaire, c'est plutôt un label. C'est pour ça qu'on ne parle pas forcément de classement, mais qu'on parle de label, qui va plutôt favoriser une dynamique autour d'un site, donc permettant de créer un petit peu un comité de gestion et puis un endroit où finalement les personnes d'un territoire peuvent se retrouver et autour de ce site et puis de ces enjeux. Donc, comme je vous le disais, on a 3 objectifs sur cette site-là, sur cette politique. Donc, d'abord, le premier que je viens de vous expliquer. Le deuxième qui vise plutôt à accompagner et avoir des démarches envers le monde agricole sur de l'aide à l'amélioration de pratiques ou à de la valorisation des pratiques qui sont déjà mises en place. Et puis le dernier, donc qui nous intéresse plus aujourd'hui, donc c'est de sensibiliser les habitants de la Côte d'Or donc à toutes ces richesses patrimoniales, naturelles qu'il peut y avoir donc soit à côté de chez eux ou soit un petit peu plus loin, en tous les cas sur le territoire.
Il faut savoir aussi, et ça c'est pas forcément dans la présentation, un des premiers objectifs de la politique espace naturel sensible, c'est d'ouvrir les sites qui sont labellisés au public. Alors, tous nos sites sont ouverts au public, alors en cours ou aménagés, hein, tout dépend. Et donc, voilà un petit peu la cartographie des 17 sites, comme le disait Elisa en introduction. Donc, on a 17 sites qui sont à peu près répartis sur la Côte d'Or. Il nous manque encore un petit peu un site du côté du Morvan, mais c'est en cours. On est en train de regarder, en tout cas de travailler ensemble avec le parc naturel régional pour voir émerger un site sur son territoire. Sur le parc national, pour faire le lien avec les collègues qui présentent, on en a quand même déjà plusieurs. Morgane parlait du Marais du Caunois, donc c'est aussi un site qui est labellisé ENS. Et qui est géré d'ailleurs par le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, que mentionnait Elisa aussi dans les différents outils de protection des sites naturels. Donc, vous pouvez peut-être constater que la dynamique de labellisation s'est un petit peu accélérée parce qu'en fait, on a très clairement un objectif. Notre président s'est engagé sur l'atteinte d'un objectif à 21 sites labellisés avant la fin de son mandat. Donc, voilà. Donc, l'année dernière, on a pu labelliser 4 sites fraîchement labellisés, qui sont d'ailleurs mis en valeur dans le nouveau catalogue de sortie que je vous mentionnerai un peu plus tard. Donc, je vous le disais, une des priorités de notre politique, c'est quand même d'ouvrir ces sites-là. Donc, on a différents objectifs. Donc, ça fait partie de l'objectif 3 qui vraiment est un objectif très centré sur la gestion de site et sa valorisation. Donc, voilà, le département, alors ça, je vous le mets, mais c'est vrai que c'est un peu anecdotique. Le département s'engage à hauteur de 50% pour aider le gestionnaire ou propriétaire des sites à l'aménager pour l'accueil du public. Donc là, sur les photos de droite, on peut voir par exemple la mise en place d'une passerelle qui permet d'ailleurs pour la découverte du marais de la Rosière qui se trouve à Mirebeau-sur-Bèze. Pour compléter un petit peu ça, on s'est doté d'une charte graphique. Alors normalement, il y a une charte graphique nationale pour les espaces naturels sensibles, mais le département a aussi fait le choix de se doter d'une charte qui lui est propre. Donc voilà, je vous ai mis les différents items. Et avec une charte qui est vraiment spécifique pour chaque typologie de site qu'on abordera. Donc, on a le bocage, la pelouse sèche, zone humide, la forêt ou les prairies. Donc, à chaque fois, chaque site va être équipé de panneaux et selon le type d'habitat qu'on aborde, on mettra ces différents items. Donc, différents exemples de panneaux qui ont déjà pu être mis en place. Typiquement, vous avez le Marais de la Rosière là, que je mentionnais un peu plus tôt. Donc, ça, c'est un panneau d'accueil qui vous présente globalement à chaque fois le site, le sentier d'interprétation, les points d'arrêt qui sont généralement équipés d'un panneau et puis qui permettent le développement d'une thématique spécifique. Donc voilà, et puis le cheminement, en tous les cas la passerelle qu'on voit un peu plus spécifiquement, donc en tous les cas fini avec un visiteur dessus en bas à gauche. Donc ça, c'est vraiment un axe de valorisation de nos sites et c'est le premier outil que la politique met en œuvre, en tous les cas, dans l'objectif de faire découvrir au grand public les richesses des sites. Donc, pour savoir quel site est équipé d'un sentier d'interprétation, sur le catalogue des sorties nature, donc dont le lien vous sera donné un peu plus loin dans le PowerPoint, on a en première page, on a
la cartographie, enfin en tout cas la carte de Côte d'Or avec la localisation de nos sites, et il y a un petit item voilà, avec des petits panneaux qui permettent d'identifier les sites qui sont déjà équipés. En sachant qu'on aimerait à terme atteindre quand même l'objectif est que tous nos sites soient équipés d'un sentier d'interprétation, d'un outil d'interprétation. Alors, ça passe pas forcément que par le panotage, mais pour l'instant, on n'est pas encore sur tous les sites équipés. Donc, la deuxième action, et finalement l'objectif 4 de notre politique, c'est de valoriser et de promouvoir la politique ENS. Donc, on a différents outils donc, que je vous mentionne là dans cette diapositive. Donc, on a un outil qui est plutôt à destination des scolaires. Donc, on propose on propose des projets pédagogiques alors clé en main, clé en main. Il y a toujours un travail quand même de concertation entre les structures de l'éducation à l'environnement et les établissements, en tous les cas les classes qui s'y inscrivent, pour essayer voilà, de rendre un peu plus, de répondre un peu mieux aux attentes aussi des instituteurs, enfin des professeurs, et puis surtout du territoire sur lequel se trouve l'établissement. Donc, on a des projets pédagogiques qui sont proposés au cycle. Ah, alors, j'ai pas. Bon, je reviendrai sur la slide d'avant. Donc, les projets pédagogiques, ils sont portés par le département, ils sont proposés et ils sont mis à disposition. Donc, c'est totalement gratuit pour les établissements qui décident de s'y inscrire. On a 14 structures partenaires donc, qui sont compétentes en matière d'éducation à l'environnement. Donc, on a notamment le parc naturel régional du Morvan. On a la Ligue pour la protection des oiseaux. On a le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne. Voilà, on a 14 partenaires avec des animateurs compétents en matière d'éducation à l'environnement. Cette année scolaire, le catalogue regroupait une proposition de 21 projets qui étaient à chaque fois proposés. Alors, pas forcément tous les projets sont proposés sur tout le territoire de la Côte d'Or, mais certains sont très spécifiques, notamment ceux proposés par la Maison de la Forêt, qui est donc dans le périmètre du parc national. Ils sont à destination des cycles 2, 3 et 4. Donc, en gros, on va du CP à la 3e. Et puis, vous avez le lien donc, vers le Calaméo là, qui vous permettra peut-être de découvrir un petit peu plus, d'en découvrir un petit peu plus sur ces projets et peut-être voilà, de les relier sur vos territoires. Alors, on est plutôt sur du grand public, mais il n'empêche qu'il y a peut-être aussi des opportunités, en tous les cas, d'établissements qui pourraient être intéressés sur vos territoires. Et donc, le deuxième outil, finalement, dont s'est doté le département pour essayer de promouvoir la politique ENS, mais pas que, finalement, de promouvoir et de faire découvrir la biodiversité sur son territoire. Donc, ce sont les sorties nature. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de notre catalogue, en tous les cas de l'agenda nature ou catalogue, ça dépend les noms qu'on peut lui donner. Voilà, dans lequel on est à chaque fois, vous avez, comme pour mes collègues des deux parcs, plusieurs sorties qui sont proposées. Et puis là, je vous ai mis donc sur la page de droite, c'est un petit zoom sur un nouveau site qu'on vient de labelliser, donc les falaises de Baume-la-Roche à Baume-la-Roche. Et voilà. Et ces sorties sont pareilles. Donc, on est sur 14 structures partenaires. Alors, pas forcément les mêmes que pour les projets pédagogiques, puisque on peut compter le parc national sur ces sorties nature. On a
plus, j'ai mis 60, mais on approche les 70 sorties réparties sur tout le territoire. On a une offre qui débute le 20 mars et qui se finit fin octobre. On a différents formats de sortie qui peuvent donc ça peut être sur du format chantier participatif. Marielle parlait des stages sur les murs de pierre sèche. On a une sortie, en tous les cas, on a un chantier participatif sur des murets, enfin des murs de pierre sèche, alors plutôt sur les coteaux de côte. On a des visites guidées donc qui sont un peu plus standards avec la découverte, alors soit qui sont thématisées voilà, sur un taxon précis ou plutôt sur une région naturelle. Et puis après, on peut avoir des formats de spectacle ou, comme le disait Morgane, sur les nuits de la forêt, où donc le département vient soutenir aussi financièrement ces sorties-là que mène le parc national, où on va être sur des sorties qui sont proposées en partenariat avec ciné-cyclo, donc qui permettent de finalement découvrir, en tous les cas de projeter des petits films dans un cadre naturel via voilà, un système de vélo qui permet de recharger des batteries et qui permettent après finalement en définitive de faire marcher le système de projection. Donc pareil, je vous ai mis le lien d'accès au catalogue. Je suis assez rapide, mais voilà, je vous ai laissé aussi mes coordonnées s'il y a une quelconque question. Et puis vous avez quand même aussi les 2 liens qui permettent de mieux appréhender les 2 outils que je vous ai rapidement présentés. Merci Marion. On a justement une question, on a une autre question avant, mais je rebondirai sur celle-ci ensuite. On a déjà une question d'Estelle de la communauté de communes de Pouilly-Bligny qui demande à quelle période te solliciter pour mettre en place une visite en partenariat avec les ENS. Si vous voulez, si Estelle, tu veux activer ton micro si besoin, n'hésitez pas. Je te laisse répondre. Oui, Estelle, on se connaît, on se voit en comité de gestion sur le site de Cercey. Donc il y a un réservoir qui est géré par VNF et puis l'ENS en tant que tel est géré par la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc oui, en fait, pour ces 2 outils-là, donc que sont les projets pédagogiques et puis les sorties nature, le département lance un appel à projet donc chaque année. C'est plutôt sur la période automnale. Et il est diffusé, en tous les cas, il est relayé auprès de toutes les structures compétentes qui sont à même de proposer des sorties nature ou des projets pédagogiques. Donc la Ligue pour la protection, par exemple, en fait partie. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on le diffuse pas forcément aux offices du tourisme, puisque les offices du tourisme sont pas forcément compétents pour proposer des sorties, en tous les cas pour en animer. Donc vont plutôt s'appuyer sur des structures qui seront animatrices. Et normalement, c'est vrai qu'on essaye un peu de balayer le paysage des acteurs animateurs de sorties nature, en tous les cas, qui peuvent proposer. Donc, c'est pour répondre, en tous les cas, à ta question, arrêtez de me perdre. C'est à l'automne que nous lançons l'appel à projet et la LPO sera dans la boucle. Donc, si c'est une sortie notamment avec la LPO, comme vous pouvez déjà faire un petit peu cette année et l'année dernière, voilà, faut pas hésiter à se rapprocher d'eux. Alors c'est vrai qu'avec la LPO, on n'a pas de souci, on organise déjà des choses, plusieurs choses même en dehors de l'ENS, mais c'était savoir en fait, est-ce qu'il faut que ce soit nous qui contactions peut-être d'autres structures qui sont en capacité ou qui répondent aussi à votre appel à projet. Et oui, dans ce cas-là, de savoir quelles autres structures peuvent répondre à notre territoire. Parce qu'on a l'ENS, bien sûr, mais on n'a pas que ça sur le territoire. On a d'autres secteurs, des espaces forestiers, des espaces en bord d'eau, en rive de rivière. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant peut-être qu'on fasse appel à la LPO, mais aussi à d'autres structures. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop qui... quelle est l'organisation à avoir? Est-ce que c'est nous qui les contactons directement pour que eux reviennent vers vous? Ou
comment ça se passe, quoi. Parce qu'on voudrait vraiment développer ce côté-là sur notre territoire. Animer un peu Oui, alors, les paysages et la ouais. biodiversité. Eh ben, alors, ce qui peut être fait, c'est déjà, je pense, de regarder dans le catalogue actuel les Mm. partenaires qui sont, enfin, en gros, oui, les structures qui sont déjà partenaires et peut-être de voir s'il y a des liens qui peuvent être faits avec ces partenaires-là. Après, par exemple, voilà, on a eu pendant pas mal de temps l'ONF qui faisait des sorties. En ce moment, parce que tu parlais d'éléments forestiers, enfin voilà, Oui. de spécificités, mais bon, par exemple, c'est un acteur qu'on n'a pas forcément en réponse directe. Je pense, enfin, la meilleure des manières, c'est quand même de s'appuyer sur les partenaires qui sont déjà sur ce catalogue-là. Après, s'il y a des personnes ou structures dans les connaissances que vous pouvez avoir qui sont tout à fait à même de proposer une sortie de ce type-là, il ne faut pas hésiter, à monter un projet et à le proposer au prochain appel à projet. Ce que je peux faire, c'est te diffuser, en tout cas diffuser pour les offices du tourisme intéressés l'appel à projet enfin vous le diffusez quand il sera sorti à l'automne. Oui. Merci. Merci à vous. Je vais juste revenir sur la question de Charlène qui travaille dans un hôtel. Donc sur la question de comment relayer tout ce qu'on a pu voir dans ce webinaire sur les différents sites et événements. Je ne sais pas si les intervenantes auront quelque chose à ajouter, mais voilà, n'hésitez pas à diffuser toutes les documentations papier qui peuvent exister à la réception de votre hôtel, à vous informer aussi le personnel pour qu'il puisse relayer toutes ces informations. Et puis aussi, si voilà, vous avez un site internet ou un recueil en version numérique des sorties à faire, voilà, n'hésitez pas à inclure toutes ces données sur ces sites naturels. Et puis voilà, après, n'hésitez pas si vous avez une question spécifique à me recontacter ou contacter les intervenantes. Voilà, on peut en discuter dans le détail ultérieurement. Je vais laisser la parole à Monsieur De Broissia qui avait une question avant qu'on arrive à la fin. C'est toujours le même sujet finalement. Nous avons deux associations en Vingeanne, dans la vallée de la Vingeanne. Une qui est le Vélorail, qui reçoit environ 5000 visiteurs par an, des familles notamment. Et donc, on a besoin d'avoir, si vous voulez, on a beaucoup de documentation papier sur les châteaux de la vallée de la Vingeanne et tous les alentours, mais on n'a rien en ce qui concerne la biodiversité, les parcs naturels, et on n'est pas très loin du parc national des forêts, et on est effectivement tout proche. Par exemple, je pensais, on n'a rien sur la fameuse le fameux petit espace naturel sensible qui se trouve à Mirbeau, par exemple. Bon, alors ça c'est une chose. Il y a une autre chose, c'est que effectivement, moi je pourrais suggérer au département un espace naturel sensible à inventorier. Maintenant, c'est toujours la même chose. À partir du moment où on le définit comme étant quelque chose à visiter, il devient encore plus fragile qu'il ne l'était avant, quoi. C'est un petit peu. Alors, je voulais dire aussi que l'autre association qui existe en Vingeanne, c'est une association qui s'intéresse beaucoup à la biodiversité et notamment aux oiseaux migrateurs. Et à ce titre, on avait été appelé à participer à la fête de la nature de l'Office national des forêts l'année dernière. Et donc, simplement, moi, j'aimerais dire à l'Office national des forêts, s'il est encore là, qu'on est disponible au mois d'octobre, bien sûr, en tout cas, pour participer. Alors, donc, en pratique, maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est en quittant cette réunion, à qui je dois demander la documentation papier. Parce que on me dit c'est disponible sur les présentations, mais les présentations, enfin voilà. Je ne sais pas comment faire en pratique. Merci.
Merci, Monsieur de Broissia. Pour tout ce qui est documentation, c'est soit dans les offices de tourisme. Je vois qu'Eléa a levé la main, donc j'imagine que vous pouvez retrouver sur celui du Marais de Mirebeau. Je pense qu'il n'y a pas de souci, ça doit être à l'office. Je ne sais pas si vous avez aussi de la documentation du parc national de Forêt, mais voilà, il ne faut pas hésiter à aller dans les offices de tourisme pour récupérer toutes ces documentations. Ou alors à nous contacter à Côte d'Or Attractivité ou contacter Marion pour les espaces naturels sensibles pour en savoir plus voilà, sur la diffusion de la documentation, Marielle pour le parc du Morvan. Et puis pour votre question sur les oiseaux migrateurs avec le parc national, je laisserai peut-être Mégane revenir vers vous ou n'hésitez pas voilà, à la contacter. Vous aurez ses coordonnées pour reparler de tout ça directement. Je ne sais pas si Eléa, tu voulais ajouter quelque chose. Bonjour déjà, et effectivement c'était pour répondre au niveau de la documentation. Donc pour ce qui est de l'espace naturel sensible, donc Michel, vous pourrez retrouver la documentation dans un circuit qui s'appelle le circuit du Chat Mirabel à Mirebeau. Donc c'est le tour patrimonial de Mirebeau-sur-Besse qui reprend en fait la carte présentée par Marion. Et donc ce tour comprend le circuit du Marais. On a également la frayère de Mirebeau dans ce petit guide. Donc ça, je peux vous en apporter demain, je crois qu'on se voit. Et j'ai effectivement un petit peu de documentation aussi sur le parc national. Super. Je ne sais pas si Marion ou Mégane, vous voulez ajouter quelque chose? Alors après, si vous voulez le catalogue des sorties nature, il ne faut pas hésiter non plus à me contacter. Dans la présentation, pour le coup, j'ai laissé mes coordonnées. Si vous m'envoyez un mail en me demandant le nombre d'exemplaires, je peux vous en faire parvenir. Par contre, on n'a pas de documentation à proprement dite pour les sites labellisés. On n'a que 2 sites où on a des petites plaquettes qui présentent spécifiquement, mais c'est vrai qu'après, par exemple, pour la Frayère ou pour le Marais de la Rosière, on n'a pas une plaquette dédiée sur ces sites-là. C'est vrai, c'est des outils sur lesquels il faut voilà, on a une marge d'amélioration, on travaille petit à petit, en tous les cas, avec les partenaires. C'est aussi une dynamique des gestionnaires. Hein. Si le gestionnaire du site propose ce genre d'outils, voilà, on l'accompagne. C'est pour ça qu'il y a déjà 2 sites qui en sont dotés. Pour le site que vous voudriez et l'inquiétude que vous avez, donc pour le site que vous voudriez peut-être proposer sur une labellisation et l'inquiétude de surfréquentation, en tous les cas d'impact d'une fréquentation liée à la mise en place d'un label, généralement quand on met le label en place, ça cadre un petit peu aussi les usages qui sont faits sur le site. Ça peut même avec un tracé d'interprétation, en tout cas un sentier d'interprétation, ça permet aussi de limiter les usagers à ce sentier-là. D'autres usages qui sont faits, de les répertorier et de voir un petit peu les pratiques qui peuvent ou pas impacter le milieu. En tout cas, c'est la réponse qu'on peut avoir avec l'outil ENS, vu que ce n'est pas un outil réglementaire. Mais généralement, c'est plutôt une plus-value et une valorisation plutôt qu'un point noir, ou en tous les cas, le fait d'attirer et de faire une surfréquentation. On a généralement les sites qu'on a labellisés ne sont pas non plus. C'est pas l'ajout du label ENS n'augmente pas la fréquentation des sites. C'est déjà des sites qui sont connus dans les alentours et voilà. Pour répondre à la question. Parfait. Merci beaucoup, Marion. Et je compléterai pour finir, et je m'en excuse pour cet oubli. Effectivement, merci Antoine pour le rappel du Festival de la Nature à Vannes en Auxois également la semaine prochaine. Je l'ai pas vu je me suis basée sur ce qu'il y avait sur le site de la Fête de la Nature, donc je le rajouterai dans ma présentation. Donc aussi, voilà, le 24 et 25 mai à Vannes en Auxois. N'hésitez pas aussi à relayer tout ça.
J'espère que toutes ces informations vous auront voilà, donné satisfaction sur mieux connaître la biodiversité, les différents espaces de Côte d'Or et toutes les animations qu'on peut proposer à nos visiteurs. Donc, vous retrouverez les différentes présentations sur notre site. Et puis, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous recontacter toutes sur les différents sujets qu'on a évoqués pour des partenariats, des questions de tout type. N'hésitez pas. Merci à tous pour votre présence. Et puis, à bientôt et bonne journée. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.